Alors, on continue le même reportage avec le personnel de la direction de la maison F. Thériault Incorporée. Et cette fois-ci, je suis accompagné de Louis-Simon Lamontagne, le fils de Louis et de Francine, et qui prend la relève. Bonjour Claude. Progressivement. Et cette fois-ci, on se retrouve devant le four de crémation. Exactement. Et puis, parce que maintenant, il y a un bon nombre de personnes, dont la famille, eux-mêmes, choisissent cette disposition de fin de vie. Oui. Premièrement, il est important de faire la différence entre un rituel et une disposition. Oui. La crémation est une disposition finale et non un rituel en soi. La crémation va remplacer l'enterrement au cimetière. L'inhumation d'un corps, au lieu de l'enterrer, par exemple, après les funérailles, de l'enterrer, on va se diriger vers le crématorium pour l'incinérer et ensuite les cendres auront une disposition finale qui sera un columbarium, le cimetière, les gens peuvent les garder à la maison, les disperser. Quand les gens souvent faisaient une crémation sans exposition, sans identification, sans aucune visualisation du proche qui est défunt, les gens à ce moment-là avaient de la difficulté à réaliser que oui, la personne nous a vraiment quittés. La personne n'est plus là. Donc, c'est important de bien spécifier que la crémation n'est pas une alternative à tout le reste et tout simplement un choix de disposition finale. Tout comme on a eu la salle d'embaumement, on va parler maintenant d'ici, de la salle de crémation. Exactement. Alors, quand une famille, une personne de son vivant a décidé d'être incinérée, l'affection pratique, comment ça se passe ici? En fait, le corps, quand il arrive ici, peu importe. Il peut arriver directement d'un centre hospitalier. Par exemple, si la personne, la famille ont finalement décidé de faire une disposition directe sans visualisation, que ce soit avec les soins minimaux, comme vous avez parlé avec Louis tantôt, ou venant du salon de la funéraille avec une exposition traditionnelle, mais crémation par la suite. Donc, peu importe, la personne arrive ici. Le corps, le cercueil, que ce soit un cercueil de carton ou de bois, parce que ça peut être un cercueil de carton, qui est un contenant très, très simple pour la crémation, parce qu'au moment où on glisse le corps à l'intérieur du crématorium, il est préchauffé à 1200 degrés Celsius. Ce qui fait que le corps doit absolument être dans un contenant pour qu'on puisse le mettre à l'intérieur. C'est ça. On ne pourrait pas le mettre simplement une personne, un corps directement à l'intérieur du four. Donc, le corps arrive ici et est installé sur un lève-personne. Comme on voit ici, là. Comme on voit ici. C'est sur des rouleaux et le corps est roulé à l'intérieur du four. Pour redonner un exemple aux gens de la puissance qu'il y a à l'intérieur de cette machine-là. Bon, tout le monde a un barbecue à la maison, et puis un barbecue, ça va jouer à peu près à 60 000 BTU. Donc, on a 60 000 BTU pour ce qu'on a à la maison. Ici, c'est 3 500 000 BTU. Fait que c'est excessivement puissant. La température primaire va être aux alentours de 1000 degrés Celsius, température secondaire aux alentours de 1200 degrés Celsius. Primaire, chambre primaire, secondaire, chambre secondaire. La chambre primaire, là présentement, il y a une deuxième porte qui est ouverte. Comme vous pouvez voir, il y a l'espace pour mettre seulement un cercueil. Souvent, les choses qu'on entend souvent, les légendes urbaines entourant notre métier, les gens vont nous demander, est-ce que c'est incinérer un seul à la fois? Parce que souvent, dans les films, dans des parodies américaines et même françaises, j'en ai vu beaucoup, ils s'amusent à à parodier et à faire des comédies avec le domaine funéraire, et comme si on mettait plusieurs défunts à l'intérieur et que par la suite, on séparait les cendres. C'est tout à fait faux. Et de toute façon, on est toujours ouvert à le montrer. Quand une famille est inquiète, a entendu ces choses-là, des légendes urbaines, des faussetés sur le domaine, et qui veulent avoir la preuve, premièrement, les gens peuvent venir ici, assister au moment où on met le corps de leurs proches dans le crématorium. Comme ça, ils sont bien certains qu'il y a seulement cette personne-là, qu'il n'y en a pas d'autres. Et c'est important d'être très transparent pour nous, parce que les gens, ils nous font totalement confiance dans ces moments-là, et évidemment, il n'y a aucun moyen de prouver le contraire. Donc, on est très transparent et on offre aux gens de venir voir. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise à venir voir, mais quand les gens le veulent, il n'y a aucun problème et c'est toujours à faire. Pour l'identification des défunts, il y a toujours, là, j'en ai pas ici, je pourrais vous en montrer tantôt, des pastilles en acier inoxydable. Ah oui. Identifié crématorium F. Thériault Incorporé avec un numéro unique, qui est le numéro de crémation, qui est déposé à l'intérieur du crématorium. Ça ne brûle pas. Et ça suit toujours les cendres. Donc, on peut toujours retracer c'est qui. Évidemment, il y a toujours aussi une identification. Le nom de la personne est toujours avec un aimant à côté du four ici. Quand les cendres s'en vont en refroidissement, avant ce qu'on appelle la pulvérisation, qu'on broie les cendres,
l'identification et en métal et en papier suivent toujours les cendres. Donc, il n'y a pas d'erreur possible. Puis ça, c'est vraiment la base. Et c'est la chose la plus importante au moment d'une crémation, c'est de s'assurer que c'est les bonnes cendres qui sont remises à la bonne famille. Ça, c'est très important. C'est quoi des cendres? On se fait souvent poser la question, est-ce que c'est comme si on ramassait une poussière au balai dans le fond du crématorium? Non. Les cendres, c'est des ossements. C'est les ossements de la personne décédée qui, suite à la crémation, il ne va rester que ça. Il ne restera plus de cercueil, il ne restera plus de vêtements, de chair, tout ça a disparu. Il reste que les ossements, et pas tous, seulement les ossements les plus gros du corps. Comme, par exemple? Le bassin, des vertèbres, parce que c'est des os qui sont très compacts. On va avoir une partie du crâne, les humérus, fémurs. Mais quand on parle des mains, les pieds, tout ça, c'est des os qui sont très fins, les côtes, on n'en retrouve pas. Ces os-là vont être broyés. Une fois broyés, ils vont avoir une texture très fine qui vont donner les cendres. Parce que si on devait mettre les os, la totalité des os qu'on ressort, sans les broyer, ça ne rentrerait pas dans une urne. Parce que ça remplit ce qu'on appelle un cendrier. En fait, c'est pas péjoratif, mais c'est parce que c'est des cendres qu'on sort, qui est en acier inoxydable, qui a quand même un bon volume. Et puis, quand les cendres sont retirées du four, sont classées en refroidissement. Une fois refroidies, sont broyées et déposées en urne. Oui. Et puis tout à l'heure, tu montrais qu'il y a comme un rideau qui se... Oui, en fait, la porte qui est ici, que vous voyez, ça, c'est une porte pratiquement seulement esthétique. C'est décoratif, pratiquement. Parce que c'est pas une porte qui va couper une chaleur de 1200 degrés Celsius. Oui. Donc, il y a une porte qui est environ de 8 pouces d'épaisseur. Cette porte-là pèse 800 livres à elle seule pour s'assurer de l'étanchéité du crématorium pendant une crémation. Puis comment ça fonctionne? Les gens nous disent souvent qu'il n'y a pas de fumée. Oui, il n'y a pas aucune fumée qui sort d'un crématorium. À l'extérieur, la seule fumée que les gens pourraient voir, c'est l'hiver quand il fait très froid, ça va être de la condensation. Il y a 2 chambres de combustion. La première qu'on vient de voir, où il y a le corps, le cercueil, et la deuxième qu'on n'a pas accès parce qu'en fait, c'est des panneaux rivetés qui sont là, on n'a pas accès. C'est le feu du bain. En fait, oui, il y a toujours un brûleur directement sur la personne, parce que sinon, ça prendrait des jours. Ah oui. Ça prend 1h30 une crémation. Oui. Et la chambre secondaire est une chambre qui brûle les gaz, les fumées. Donc, il y a les fumées elles-mêmes sont brûlées par un brûleur aussi puissant que celui qui va brûler le corps. C'est ce qui fait qu'il n'y a aucune fumée qui sort. Alors, Louis-Simon, merci infiniment. Hein? Je pense que tu es une bonne relève. Je pense que tu possèdes ton métier, ta vocation de thanatologue. Bien, merci beaucoup. Tu as déjà une belle expérience. Hein? Puis merci de nous avoir permis de voir tout ça, hein? Qui font partie du mystère aussi. Hein? Exactement. Comme je disais au début, il y a beaucoup de légendes urbaines sur notre métier. C'est ça. Et puis, on est très heureux avec cette émission-là. Et puis aussi, même souvent par des conférences que je fais dans des écoles, avec l'âge d'or, de démystifier le domaine et un peu de moins faire peur aux gens. Parfait. Très réussi. Merci infiniment, Louis-Simon. Bienvenue, Claude. Et on se retrouve maintenant pour parler des rituels, hein, et puis du sens de tout cela. Alors, depuis le début, on a abordé les différents aspects, hein, de la réalité de la mort, en partant de l'accueil des familles, hein, l'arrivée du corps au salon, soit son service de thanatopraxie, l'embaumement ou le service de la crémation qu'on vient de voir. Maintenant, on est rendu au niveau des rituels. Louis-Simon, tu nous as introduit un peu tout à l'heure, hein, à la crémation sur l'importance du rituel. Oui. Maintenant, vous êtes tous les deux directeurs de funérailles, hein, que ce soit des funérailles traditionnelles à l'église ou des célébrations qui se font dans les salons. Vous êtes directeur de funérailles, donc vous suivez le processus jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en terre. Alors toi, Louis-Simon, comment tu vis ça, cette dernière étape-là, avec le défunt, puis avec les familles? En fait, c'est certain, on en vit plusieurs par année. Oui. Ils ne peuvent pas tous nécessairement nous toucher au même sens parce qu'on ne peut pas tous les vivre de la même façon. Les funérailles que je veux appeler plus régulières, sans avoir de sens péjoratif, c'est... on parlait au début, tantôt, surtout au laboratoire, ou même quand vous étiez avec Francine et Maryse, des personnes âgées qui décèdent en fin de vie, 90 ans, 95 ans, même des personnes centenaires. On s'entend, pas que ça nous touche moins, mais que c'est des choses, c'est la normalité de la vie. Quand on vit des funérailles de personnes plus jeunes,
ou même des personnes âgées, mais des décès plus dramatiques, des deuils plus difficiles pour les familles. Ça, on le ressent plus pas avec eux, mais on sent la tension souvent qu'il y a et on sent la peine qu'il y a dans les familles. On le voit, on est avec eux parce qu'on les accompagne. Donc, c'est sûr que quand c'est des deuils qui sont plus difficiles à vivre par les familles, on ressent, pas qu'on le, puis je veux vraiment être clair, c'est pas qu'on le ressent comme eux, parce qu'évidemment, on est externe à tout ça, mais on voit comment que les gens le ressentent, on voit ce qui se passe dans la famille, et puis c'est ces moments-là qui des fois peuvent être plus difficiles. Par exemple, une jeune personne qui décède d'un accident de voiture, une personne, peu importe l'âge, qui, pour une raison souvent qu'on ignore, s'enlève la vie, des choses comme ça, c'est des deuils qui sont plus difficiles à vivre. On voit que les familles sont plus en détresse à ce moment-là. Alors, on se doit d'accompagner ces gens-là de la même façon que les autres, mais on se doit vraiment... Mon image que j'utilise pour ça, c'est comme si on mettait la famille dans une bulle là, et qu'on voulait les amener le plus loin que nous, on peut le faire en éliminant au maximum les irritants qu'il peut avoir. Donc, nous, on est là pour organiser la cérémonie, organiser le rituel et s'assurer que la famille ait le moins de choses à penser possible, puis de le penser avec eux, pour eux. Puis moi, je pense aux accords nouveaux comme célébrants. Des fois, il y a des célébrations qui sont plus émotive, là, dans le sens que tu viens de dire, et qu'il y a des personnes qui attirent un peu plus l'affectivité, parce qu'ils ont eu une vie de relation très... J'ai des exemples dans la tête, là. Hein? Puis il y a des personnes, par contre, qui meurent seules. Hein? Il y a des célébrations qui sont plus, je dirais, froides, là, par la nécessité des choses, puis il y a des célébrations qui sont plus denses. Est-ce que ça vous rejoint, ça aussi? En fait... moi, je l'ai toujours pensé comme ça, c'est que le rituel prend tout son sens dans le fait que c'est le rituel qui aide la famille à faire son deuil. Oui, Okay? Alors, comme Louis-Simon dit, nous, on va sentir la tension, si tension il y a, mais notre rôle, c'est aussi d'éliminer les irritants. Parce que ces gens-là ont vraiment besoin de vivre le deuil et le rituel est là pour ça. Le rituel, d'après moi, est là pour aider la famille ou aider les proches à guérir du deuil, à guérir, à passer à travers, parce que le deuil, on peut pas le contourner, il faut vraiment passer à travers, ça se contourne pas, on peut pas sauter par-dessus. C'est une étape où il faut passer à travers. Puis le rituel, à mon sens, c'est vraiment ça qui est important. Le rituel, c'est tout ce qui regarde, ce qui va entourer la cérémonie, que ce soit une cérémonie au salon ou à l'église. On va souvent placer une patère à côté du cercueil ou de l'urne dans le salon, avec le chapeau préféré ou la casquette d'un jeune joueur de baseball. Bien ça fait partie du rituel parce que ça ressemble au défunt. On va mettre un pupitre à côté du cercueil parce que la vieille dame qui vient de décéder, elle a enseigné toute sa vie. On va mettre les cendres dans un trophée d'un coureur automobile parce que c'était sa passion. Mais ça fait partie du rituel. C'est des choses qui ressemblent au défunt, qui ressemblent à sa vie. Et puis, pour moi, à mon sens, à moi, là, ça va aider la famille à passer au travers. J'ai récemment demandé à la famille d'apporter un grand chapeau à large de rebord qui était vraiment à l'image du monsieur. Ça a comme déconnecté une certaine tension qu'il y avait. Ils ont dit, c'est trop vrai, c'est lui, ça va y ressembler. Puis dans son cercueil, on avait placé son chapeau, son éternel chapeau avec lequel on voyait. C'est pas mal, là, c'est même très bien. Puis les gens qui venaient au salon, ils disaient, oh, ça c'est lui, c'est juste son chapeau. En voyant son chapeau, c'est lui. À ça, là, Claude, c'est des rituels, c'est tous des petits gestes qu'on va apporter, puis que nous, on va conseiller aux familles de faire pour faire en sorte que le rituel les aide à passer à travers le deuil. Puis souvent, ça va décrocher un petit sourire. Ils vont dire, as-tu vu son chapeau? Oui. Un petit sourire en coin. Puis ça aide à passer. Là, la famille, on sent une tension là, descendre, il n'y a plus de tension. Puis on sent que le deuil est enclenché puis que ça va bien passer. Mais de toute façon, on arrive à la démarche, je parle pour l'Église au départ, là, les célébrations à l'Église. Tu es directeur de funérailles depuis, tu me disais, une quarantaine d'années. Pas loin de 40 ans. Ah, bon. Alors, tu as souvent à devancer le cercueil, à devancer la famille, à faire la démarche, à être au-devant du cercueil, au-devant des porteurs. À Saint-Félix, ici, c'est la tradition même que ça soit précédé du salon funéraire avec l'église. Tu rentres dans l'église en avant. C'est toujours un moment solennel, jusqu'à un certain point. Puis un moment pathétique, jusqu'à un certain point aussi.
Comment tu vis ça, cette démarche-là? Est-ce qu'on s'habitue à ça? Comment tu le vis? Parce que c'est un moment vraiment important, là. Quand la chorale commence, quand j'entre dans l'église avec le cercueil derrière moi, là, puis que la chorale commence, là, puis on est rendu à peu près au 4-5e banc. Là. Ouais. Ça fait toujours la même chose. Là. Tu sens des petites palpitations, le poil sur les bras. Là, puis quand je le sentirai plus, moi, je suis obligé de lâcher. C'est ça. Ouais. Mais c'est toujours la même chose. Puis, à plus forte raison, ici, on a une chorale un peu exceptionnelle. Oui, Ils sont belles, ils sont partout très belles. Ils ont tous des beaux chants, mais ici, le grand orgue est tellement majestueux là, que ça me fait toujours le même effet. Là. La tension baisse quand je suis revenu en arrière. Je sais pas toi comment tu vis ça, Louis-Simon. Toi aussi, tu précèdes. Tu es d'une autre génération quand même. Moi, comment je le vis, moi je me dis, quand on entre dans l'église avec un défunt, que ce soit avec le cercueil ou avec l'urne, c'est la dernière fois que cette personne-là va entrer dans l'église. Oui. C'est d'y rendre un dernier service. C'est le dernier honneur qu'on peut faire. Évidemment, c'est la famille qui fait ça, mais nous, on est là, comme je disais, pour les encadrer, pour être avec eux. Puis c'est nous qui, comme on disait tantôt, qu'on dirige la funéraille. Oui. Notre travail est vraiment de s'assurer que tout va bien. Mais d'entrer dans l'église, de marcher devant, particulièrement quand des fois, on parlait de la grande orgue, il joue la marche funèbre de Chopin. Moi, quand il joue ça, c'est sûr que c'est un morceau qui est très, très, très solennel. Quand il joue ça ici à l'église, puis il joue aussi dans d'autres églises de la région, c'est à ce moment-là que moi, ça me fait des palpitations. Puis par ailleurs, hein, après que vous êtes parti, on prend la relève, ça ne pas en avant, et vous revenez chercher le défunt à la fin. Hein? Et là aussi, c'est aussi dramatique dans un sens. Hein? Et je dirais plus encore, là, quand on voit arriver les porteurs, tu dis c'est la fin là, de la célébration. Ouais. J'ai eu la personne que j'aimais jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais le conduire là, à son dernier repos. Et c'est à ce moment-là que vous arrivez à nouveau. Hein? Oui. Et vous allez repartir avec le défunt. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vivez à ce moment-là? C'est toujours le directeur de funérailles là, qui est là. Nous autres, à ce moment-là, on ressent l'émotion des gens. On ressent là, toute cette électricité-là qu'il y a dans l'air parce que la famille, les proches savent qu'on s'en va ou au cimetière ou au four crématoire. C'est une des deux places. Puis les deux ont un côté assez définitif. C'est ça. C'est la fin. C'est fini. Ils n'y toucheront plus au cercueil. C'est fini. On s'aperçoit de l'émotion. Il y a toujours beaucoup d'émotions quand on repart avec le cercueil pour quitter, pour faire la grande allée, pour s'en aller vers le cimetière. Toujours. C'est la finalité de la chose. On est avec la famille, on les accompagne, ils sont là. Là, on voit dans leur visage un peu qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils vivent la cérémonie. Puis on les accompagne, on les amène jusqu'au dernier repos. Jusqu'au dernier repos. Et on est rendu là, oui. Il y a comme une petite escalade de tension, là, tu sais. Oui. Du début du service à la fin, aller au cimetière, là, il y a une petite escalade tout le temps. Souvent, les gens vont vouloir aller lire des hommages en avant. Oui. C'est très, très émotif. La fin, quand on quitte l'église, c'est encore très, très émotif. Puis on sent cette tension-là descendre, là. C'est curieux, là, dès la sortie du cimetière. Oui. Là, les gens vont voir, les familles vont voir leurs amis qui sont déplacés pour eux autres. Merci d'être venus. Puis là, on dirait là, que la tension descend. Et puis, j'ai l'impression que quand c'est rendu là, notre travail est fait. Oui, on a vraiment fait mission accomplie. Voilà. Puis c'est vous, dans les cas des centres, ça arrive assez souvent, c'est vous qui descendiez les centres, nous aussi, quand la famille le désire moins ou pas. Ouais. Alors ça aussi, c'est des choses... Énormément d'émotions. Quand c'est la famille qui vont déposer les cendres dans le sol, évidemment, c'est très, très émotif pour eux autres. Mais en même temps, c'est un geste qu'ils ont décidé eux-mêmes et puis c'est beau. C'est beau, mais c'est vraiment émotif. Je vous remercie encore une fois de votre collaboration. Et on va aller toucher maintenant la partie mystère. Et maintenant, pour terminer cette série d'émissions qu'on vient de faire, on se retrouve après les funérailles, comme beaucoup de familles, autour d'un café, et puis pour jaser un peu de tout ce qui vient de se produire. Et comme on l'a annoncé depuis le début, on va parler maintenant du sens de tout ça. Le sens que la mort, dans le fond, c'est la question qui s'est posée le plus depuis le début de l'humanité. Mais vous avez passé aussi, pas comme moi, hein,
par la perte d'être cher, ne serait-ce que ton père et ta mère, toi aussi, oui. Puis tes grands-parents, puis toi, d'autres mondes. Hein? Alors, comment cette question-là se pose pour vous autres? D'abord, Louis, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Bien, je dirais, premièrement, moi, je vois, c'est très abstrait, hein, Claude? Oui. C'est très, très abstrait. Parce que, au moment du décès, il n'est pas rare, puis tu as sûrement entendu parler de ça, il n'est pas rare d'avoir entendu parler de gens qui disaient ben, maman est à l'hôpital, on est 9 enfants. Elle a attendu que le dernier arrive pour laisser son dernier souffle. Ou on était tous réunis dans la chambre, puis elle a attendu que tout le monde soit parti, puis il y en a juste une ou un qui restait avec elle quand elle parlait. Il y a des choses comme ça. Si je n'avais entendu parler rien qu'une fois, je t'en parlerai pas là, aujourd'hui. Mais on en entend parler toutes les semaines de ça. Des phénomènes qui se passent. Un enfant qui habite très loin, et puis qui doit prendre beaucoup de temps pour s'en venir au chevet du parent, et puis la personne décède dans les minutes suivant l'arrivée du défunt. Si j'en avais, comme je te dis, jamais entendu parler, j'en parlerais pas, mais c'est pour ça, on peut pas faire autrement que croire à des choses, dire, ben il se passe quelque chose, là, et la personne est dans le coma, elle n'a pas connaissance de rien, ou on pense qu'elle a connaissance de rien, mais à un certain moment donné, quand tout est réuni, les enfants sont réunis, top, c'est juste là. Alors, il faut penser qu'il y a quelque chose, il y a certainement quelque chose. Moi, j'ai vécu le décès de mes parents, tu l'as dit. Oui. Mon grand-père Plante, qui était bédo. Oui, j'ai connu aussi. Curieusement, les trois, mon grand-père Plante, ma mère Mado, puis mon père, au moment de leur décès, les trois, j'étais assis sur leur lit. Francine, de ton côté, toi? Moi, en fait, c'est sûr j'ai eu 2 décès très proches depuis quelques années. Mon père, très tragiquement, par un accident d'auto, il y a déjà 4 ans la semaine dernière. C'est sûr que c'était un choc émotif. Toutes les émotions se sont bousculées, autant parce qu'il fallait le départ de papa, de l'employé qui était avec lui aussi, qui est décédé aussi à ce moment-là. Et puis en même temps, m'occuper de maman, de voir à tout ça. Puis moi, je disais tout le temps à mon père, papa qui est un passionné, comme je disais tantôt, de son travail d'aide. Puis on disait tout le temps, ça n'a pas de bon sens, prends ta retraite, repose-toi. Non, il n'était pas capable d'arrêter. Il est décédé en travaillant, avec un transport, avec un défunt. Fait que pour moi, ça avait une signification bien, bien importante de voir que, pour moi, il est décédé heureux, puis il a fait ce qu'il a voulu jusqu'à la dernière seconde. Puis il y a 2 ans à peine, ma mère est décédée. Elle est décédée dans mes bras aussi. J'étais seule avec elle. Et son regard, c'était pas de quitter, comme de laisser ceux qu'elle aimait. Fait que c'est ce que j'ai ressenti. C'est vraiment de partir quand le corps humain ne peut pas suffire à la demande d'énergie de la vie humaine, physique, mais de laisser ceux qui aiment, c'est difficile. Puis au bout de tout ça, après ces événements-là, nous ici, aux résidences funéraires, ce que vous voyez un peu partout pour que le souvenir demeure, ça vient de ça. Parce que le souvenir doit demeurer. L'idée, l'esprit, il y a des photos de papa, de maman, un peu partout, parce qu'ils étaient là avant nous. Et je suis bien certaine que de temps en temps, ils nous regardent. C'est bien dit. Hein? Ce que je trouve, vous autres, qui côtoyez ce domaine-là à l'année, mais ce que je remarque dans ce que tu viens de dire, il y a un sens. Il y a un sens qu'on n'est pas inhumain. De la technique, hein, non. On parlait de la technique. Mais il y a un sens. Hein? Tu as vu dans la vie de ton père et de ta mère le sens de leur vie. Exactement. Dans la réalité de leur départ. Dans la réalité de leur départ. Et puis ce qu'eux nous ont apporté, puis on y pense à tous les jours, veut pas. Puis, qui continuent de vivre aussi. Exactement. Hein? Puis ils vivent à travers leur expérience qu'ils ont faite, leur vie, à travers notre vie, qu'on transmet maintenant à Louis-Simon, maintenant, depuis quand même 12-15 ans à Louis-Simon, mais avec Maryse aussi. C'est important de transmettre pour que qu'est-ce qu'ils ont fait, d'où ils sont, ça ait servi à quelque chose. Alors, d'où ils sont, hein? C'est d'où ils sont. C'est un mystère pour tous. C'est un mystère, hein?
Quand on parle de réalité et mystère, Et voilà, mystère, c'est un mystère pour tous. on vient de mettre le point d'où ils sont. D'où ils sont. C'est ça qu'est la foi. Si tout le monde, si on le savait, c'est ça. mais c'est ça qu'est la foi. C'est ça, exactement. C'est ça qu'est la foi. D'où ils sont. D'où ils sont. Bon, maintenant vous êtes d'une autre génération, mais vous avez côtoyé vous autres aussi, hein, de façon peut-être moins longue, mais vous avez sûrement votre idée aussi là-dessus. Alors, vous autres aussi, le mystère de cette réalité-là que vous vivez au quotidien, toi, Louis-Simon, comment tu vis ça? En fait, c'est certain que pour notre génération, si on se base aussi sur la religion, c'est très différent. L'approche est différente. Je connais pas, en dehors du domaine funéraire, de nos amis qui font le même métier que nous, je connais pas beaucoup de gens de 30 ans et moins qui connaissent leurs prières, par exemple. Oui, ça. Évidemment, nous, on les connaît, on doit les faire régulièrement dans notre travail, mais notre génération est très différente. Moi aussi, c'est certain, j'ai pas la même approche face à la religion que mes parents l'ont eu, que mes grands-parents l'ont eu, parce que de génération en génération, malheureusement, c'est une tradition qui se perd. Puis je considère que, justement, comme je disais, pour notre âge, on est dans ceux qui sont encore le plus près et le plus accrochés à la religion, de par notre métier, qui est quand même très près de ça. C'est certain que je suis pas capable de dire, moi, je suis pas capable de dire qu'il n'y a rien après, je suis pas capable de dire qu'il y a quelque chose après. J'espère fortement qu'il y a quelque chose qui nous attend. Parce que de se dire qu'au moment où une personne décède, ferme les yeux, c'est le noir total et qu'il n'y a plus rien, on dirait que c'est inconcevable. On ne veut pas personne que ça arrive. De croire que, il y a une porte dorée avec une personne habillée en blanc, une barbe blanche qui nous attend, si on était gentil, ou une personne, ou le diable en enfer, il faut dire qu'il y a quand même une certaine réalité de la religion qui est plus, qui s'estompe de génération en génération. Plus folklorique. C'est ça, qui est peut-être plus folklorique. Mais c'est certain que je veux croire qu'il y a quelque chose qui vient après. Mais comme vous l'avez dit, ben, c'est certain, c'est un mystère. Il n'y a jamais personne qui est revenu pour nous le dire. C'est qu'on va tous l'apprendre un jour, mais quand ce sera notre jour. Moi, je considère que pour l'avoir vécu, quand on perd quelqu'un, peu importe notre métier, c'est sûr que nous, on côtoie pratiquement tous les jours. Par contre, quand on perd quelqu'un, on est aussi vulnérable que les autres. Je me rappelle quand ma grand-mère est décédée, pour moi, je pensais pas réagir comme ça, je pensais pas avoir... Je pensais sortir avec quelque chose peut-être d'un peu plus que les autres, mais tu deviens aussi démuni que les gens qu'on rencontre, démuni dans le sens où on dirait qu'il y a comme un blanc qui arrive que tu sais pas trop où tu t'en vas. Pour ce qui est de savoir s'il y a quelque chose après, ben, personnellement, pour le fait que je considère que chaque personne laisse une trace, on parlait de se souvenir de mort, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que moi, je pense que quand quelqu'un ferme les yeux, bien, ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a ses descendants qui restent, les gens qu'il a côtoyés. On laisse quelque chose à quelqu'un d'autre tout le temps. Personnellement, c'est ce que j'aime croire. Puis, je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. De là à dire qu'il y a quelque chose après, encore là, il n'y a personne qui a la réponse. Puis, peut-être qu'un jour, on le saura, mais je tends à croire qu'on l'apprend juste quand on passe de l'autre côté. Moi, j'aime croire, pour répondre à ta question, il n'y en a personne qui est revenu, sauf un. C'est ça. Sauf un. Et c'est ça qu'on dit à nos homélies, dans le fond, d'une façon ou d'une autre. On dit tous la même chose. Sauf un, qui est Jésus. Hein? Jésus qui est venu affirmer « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alors, je vous remercie de votre présence. Puis, chers amis, j'espère que cette série d'émissions, parce que c'en est une dans le fond, vous a plu et a su nous faire entrer dans ce mystère humain, dans ce mystère spirituel aussi. Je vous dis à bientôt.